Avec Pascal Brice, nous allons aborder la question suivante. Comment penser la politique migratoire? Politique au premier rang de laquelle s'est situé Pascal Brice pendant 6 ans, parce qu'il a dirigé l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son mandat s'est terminé il y a peu. Il a souhaité témoigner de son expérience dans un livre qui s'intitule « Sur le fil de l'asile » qui a été publié en février aux éditions Fayard, dont le caractère, disons, abrasif a suscité quelques remous et débats. Pour vous donner la tonalité, j'ai extrait quelques citations, non pas de l'ouvrage, mais d'une interview que vous aviez donnée à Libération, et dans laquelle vous disiez: certains exilés savent dès le départ où ils vont pour rejoindre des familles ou des compatriotes, mais la plupart sont dans l'errance et ne connaissent pas leurs droits. Vous dites plus loin dans la même interview: j'ai été confronté à l'idée que pourrir la vie des gens les dissuaderait de venir. C'est indigne et faux. Écoutez, c'est assez juste, je crois. En tout cas, je vais essayer de le partager avec vous aujourd'hui. Je suis heureuse de cette occasion de mettre en discussion, de converser avec vous sur le fruit de ces 6 années à la tête de cet Office de protection des réfugiés, dans ce que l'on a appelé la crise de l'asile en Europe, dans ce moment que nous vivons tous. Et je serais surtout heureux que nous puissions échanger, que vous puissiez nous faire part de la manière dont vous le vivez. Au fond, et nous allons poursuivre le propos de Guillaume sur la mobilité, puisque nous sommes sur la mobilité des hommes, des femmes, de familles à travers le monde. Et je vous propose que nous puissions avoir une conversation autour d'une question simple dans son énoncé. Et vous allez voir combien elle peut être effectivement abrasive dans le moment dans lequel nous sommes, en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Cette question est la suivante. Quelle place sommes-nous prêts, quelle place êtes-vous prêts à laisser, à reconnaître, à donner, les termes, vous allez le voir, ne sont pas neutres, aux étrangers parmi nous? C'est ça l'objet de la politique migratoire et de l'asile. Souvenons-nous d'ailleurs qu'à chaque fois que nous posons cette question, c'est aussi poser la question de savoir comment nous serions, nous, accueillis en tant qu'étrangers ailleurs. Et je le dis souvent lorsque nous parlons de cela, souvenons-nous toujours que nous sommes toujours l'étranger de quelqu'un. Alors, vous le voyez bien, cette question, elle est en France, en Europe, je le disais aussi aux États-Unis, extrêmement sensible, délicate, centrale, peut-être vitale, et notamment parce que c'est l'un des constats que j'ai fait au cours de ces 6 années, et notamment dans la société française, sans doute ici même, se mêle une envie d'accueillir les étrangers dans leurs différentes situations sur lesquelles je vais revenir, réfugiés ou pas réfugiés, mais aussi des peurs et des inquiétudes. Des peurs et des inquiétudes qui travaillent le corps social, qui sont une réalité. Et pour ma part, au moment où j'ai, et je le poursuis d'une autre manière sans doute ici, voulu participer à cette politique de l'accueil, j'ai toujours considéré qu'il fallait à la fois être, j'y reviendrai, très sûr de certaines valeurs, M. Lorenzi parlait de valeurs, mais aussi très lucide sur ce qui travaille le corps social. Ces crispations sociales, culturelles, identitaires, en France, en Europe, et je le disais aussi aux États-Unis ou ailleurs. La particularité européenne qui ajoute à la difficulté, dans ces années que nous avons connues de crise dite de l'asile ou des réfugiés en Europe, de la désunion de l'Europe, qui fait que ces hommes, ces femmes, ces familles arrivantes en Europe dans cette période ont été en quelque sorte les catalyseurs d'une crise qui les dépasse, dont ils sont un enjeu, mais qui les dépasse. Et c'est dans ce contexte-là que notre responsabilité, me semble-t-il, est de construire collectivement un rapport apaisé. C'est aussi un terme que M. Lorenzi a utilisé tout à l'heure, à la question de la migration. Puisque dans les désordres du monde, cette question-là est posée, est une réalité. Même si je veux redire d'emblée, et vous le savez, que sur le plan du nombre, la France et l'Europe sont loin d'être submergées. J'ai eu l'occasion quelquefois de le dire au moment où ces termes étaient parfois utilisés. On parle de vagues, on parle de submersion. Ces chiffres les chiffres ne disent pas cela. Et moins encore depuis 1 an ou 2 en Europe, où, comme vous le savez, le nombre des arrivées
à retrouver celui de l'avant 2014, de l'avant cette crise, notamment provoquée par le conflit au Proche-Orient, en Syrie et en Irak. Et en redisant que ce n'est pas la France et l'Europe qui sont en première ligne pour l'accueil. J'ai pour ma part, au cours de ces années, pu travailler au Niger, au Tchad, au Liban, où des millions de déplacés se trouvent. On pourrait parler aujourd'hui aussi de la Colombie, qui accueille des Vénézuéliens en grand nombre. Mais la réalité sociale est mêlée, et notamment dans notre pays. Elle est faite, et je le redis, sans doute, et nous pourrons en discuter ici aussi, de ces envies d'accueillir, de ces enthousiasmes à accueillir, de ces inquiétudes, de ces peurs. Je suggère qu'ici, nous puissions laisser de côté ce qui relève des instrumentalisations politiques de tous ordres. Et au fond, j'aimerais que nous puissions, au cours de cette conversation, ce matin, éviter 3 écueils qui me semblent avoir été trop fréquents au cours des années passées et qui, je le crois, alimentent la crise de confiance sur la question de la migration, que je crois être l'un des éléments dans notre pays, en Europe, mais aussi ailleurs, de la crise démocratique que nous vivons. Ces 3 comportements trop fréquents qui, à mes yeux, alimentent cette crise, c'est d'abord l'évitement. Vous savez, le comportement qui tend à dire « non, non, mais il n'y a pas de problème, n'en parlons pas, tout va bien ». Quel déni! Est-ce que l'on rend service à la capacité de notre pays, de notre continent à accueillir de bonnes conditions en faisant comme si les peurs et les inquiétudes dont je parlais n'existaient pas? Et puis il y a les postures, le plus souvent martiales. Vous savez, ces ministres qui viennent vous dire « bon, moi je vais expulser, hein. Les autres, ils ne savaient pas faire, mais moi je sais faire ». Le résultat, hélas, est rarement ou pas, en tout cas, d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire la capacité à faire ce que l'on dit, qui me semble être sur le plan de la confiance un critère assez fondamental, est rarement au rendez-vous. Et puis, il y a un 3e comportement qui me semble aussi préjudiciable à la capacité de notre pays, de notre continent, de nos sociétés à accueillir dans de bonnes conditions les étrangers, à leur laisser, leur donner, leur reconnaître la place qui doit être la leur. C'est ce que j'appelle la surenchère. Le côté, mais accueillons tout le monde, n'importe comment, et c'est formidable et c'est pas grave. Non. L'un des constats que j'ai fait à l'issue de ces 6 années dans cette crise européenne de l'asile, c'est que rien ne dessert plus l'accueil que le désordre. Car au fond, me semble-t-il, pour répondre à cette question de la migration et de notre rapport collectif et individuel à la migration, il nous faut apporter des solutions qui soient à la fois des solutions dignes, car il s'agit d'hommes, de femmes et d'enfants, et des solutions qui répondent à l'aspiration de nos sociétés, de tout temps, parfois plus que dans certaines périodes que d'autres, plus dans des périodes de profonde mutation, comme celles que nous connaissons à l'heure actuelle, à l'ordre. Et ce sont ces solutions-là, me semble-t-il, qu'il faut pouvoir construire. Alors, je voudrais d'emblée dire combien je crois que nous sommes là sur une question vitale. La question de la place des étrangers parmi nous. Parce que je crois que c'est une question, je le mets en discussion, peut-être ai-je tort, ce sont des comportements, une façon d'être, des politiques qui en disent long sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons être, sur nos valeurs. Et c'est donc au plus profond de notre humanité que se pose cette question de la manière dont nous accueillons les étrangers. Et je voudrais en prendre 2 exemples terribles simultanés des derniers jours. Hélas, au cours de ces années, l'actualité n'a pas cessé de fournir des illustrations de cela. Mais j'ai été frappé par 2 événements concomitants, hélas. D'abord, la mort de plusieurs dizaines de personnes en Libye suite à un bombardement dans un centre de rétention. Je veux être précis ici, comme j'ai toujours cherché à l'être. Je ne sais pas si parmi ces victimes, il y a des personnes qui avaient tenté le passage vers l'Europe et qui ont été livrées aux Libyens. Mais c'est possible puisque cela existe. Qu'est-ce que cela dit de nous, de notre continent, de ce que nous sommes? Et au même moment, cette jeune femme, la capitaine du Sea-Watch, arrêtée, emprisonnée un temps, pour le motif qu'elle avait sauvé des personnes de la noyade en Méditerranée. Et je le dis ici devant des jeunes, et pas seulement des jeunes. Qu'est-ce que cela dit de nous,
de ce que nous sommes, de notre société? Est-ce que le message que l'on vous donne, c'est de dire que lorsqu'on va sauver des gens en Méditerranée, on se retrouve en prison? C'est ça la société européenne de demain? C'est ça la société française de demain? Qu'est-ce que cela dit de l'engagement? Car au fond, la confiance, c'est aussi l'engagement. Et les appels à l'engagement ne manquent pas dans notre société. Et ce que je veux dire là, c'est qu'au fond, lorsque des questions si fondamentales sont posées sur ce que nous sommes collectivement et individuellement, il y a un devoir de dire non. Il y a un devoir d'indignation. Et la confiance, elle se construit aussi sur le fait que nous puissions penser à certains moments que certaines et certains savent dire non. Cette jeune capitaine, la juge italienne qui a dit non, mais bon, il y a une loi sur l'immigration qui dit ça, mais enfin, il y a une loi fondamentale qui dit que quand quelqu'un est à l'eau, on le sauve. Et a libéré cette capitaine. Je pense aussi à ce responsable de la marine italienne qui a dit tout benoîtement au moment où le gouvernement italien a fermé les ports à ce type de situation, oh, bon, vous savez, nous, ça fait 1000 ans qu'on sauve les gens en Méditerranée, on va continuer. Et vous savez, j'ai rencontré les marins dans mon métier. Et heureusement qu'ils sont là, parce qu'eux, ils ne se posent pas de questions. Et donc, me semble-t-il, il n'y a pas, sur cette question-là, de droit à l'indifférence. J'ai appris, au cours de ces 6 années auprès des réfugiés, que le droit à l'indifférence fait partie des droits démocratiques. Parce que j'ai vu trop de personnes fuyant des dictatures dans lesquelles vous n'avez pas le droit à l'indifférence politique. Vous êtes pour ou contre le régime. Mais sur ces questions d'humanité profonde, il me semble que nous n'avons pas le droit à l'indifférence. Mais évidemment, et je renvoie d'ailleurs à un propos de Guillaume tout à l'heure que je partage, l'indignation ne suffit pas. La colère est indispensable pour peu qu'elle soit constructive. Je vois beaucoup d'indignation sur ces questions-là. Je ne pense pas que ça suffise. Elles sont indispensables. Mais il nous faut construire des solutions. Et l'apport que je voudrais ici faire dans la discussion, c'est que ma conviction est que les solutions existent. Je voudrais d'abord écarter les mauvaises solutions, celles qui n'en sont pas, et qui pourtant sont souvent présentes en Europe, aux États-Unis. La première tentation dans cette situation-là, face à ce bouleversement des migrations, même si je redis qu'il faut en relativiser l'ampleur, je voyais Hervé Lebras, qui est parmi nous, qui pourrait en dire bien plus que moi sur les perspectives en la matière. La première tentation néfaste à mes yeux, c'est évidemment la fermeture. Exemple, les décisions du gouvernement italien visant à fermer les ports à des navires qui ont sauvé des personnes de la noyade. La deuxième tentation néfaste, elle est plus insidieuse, elle est extraordinairement présente. Et c'était notamment l'un de mes propos que vous citiez. C'est ce que j'appelle la politique de dissuasion. Alors ça, c'est un truc extraordinairement difficile à combattre parce que c'est insidieux. Ça n'est jamais assumé. Alors si, une fois de temps en temps. D'ailleurs, je préfère pour ma part que ce soit assumé. Certains ministres de l'Intérieur l'ont assumé, j'ai trouvé ça pour le coup très clair. C'est l'idée qu'au fond, il ne faut surtout pas avoir des conditions d'accueil trop favorables parce que sinon tout le monde va débarquer. Vous savez, le fameux appel d'air. Alors du coup, il y a une sorte de culture, notamment dans le monde administratif et politique, qui conduit à pourrir la vie des gens. Je reprends cette expression qui était la mienne, qui je crois parlante. Mais vous en voyez le fruit dans les rues de nos villes. Hein. Moi, je suis nantais. Rien ne m'a mis plus en colère que de découvrir dans le centre de ma ville, là, à côté du cinéma où j'allais avec ma grand-mère quand j'étais petit, un campement de gens qu'on laissait à la rue, à Nantes. Pas un endroit où on est très habitué à ce genre de choses. Évidemment, chacun en tête ce qui se passe dans le nord de Paris. Et donc la tentation de dire on va pourrir la vie des gens, et non, mais qu'est-ce qu'il y a de plus dévastateur en l'état des inquiétudes sociales que le spectacle des gens à la rue? C'est non seulement indigne, mais cela contribue à mes yeux au désordre social. Et puis la troisième tentation qu'il faut à mes yeux combattre, c'est celle de l'externalisation, celle que l'on voit à l'œuvre notamment avec la Libye. Dire, mais c'est une vieille histoire, hein, j'ai le plaisir de dire à des responsables politiques français que moi j'avais vécu ça comme jeune diplomate au début des années 2000. À l'époque où un trio sympathique, messieurs Aznar, Blair et Berlusconi, voulait confier au maréchal Kadhafi la gestion de l'asile pour le compte des Européens. Vous voyez, c'est des histoires anciennes, hein. Eh bien, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, qui avait fait obstacle tout seul au Conseil européen, considérant que c'était là, profondément contraire aux valeurs, aux principes de la République française et de l'Europe. Et donc, cette idée mais qui est très présente, parce que vous voyez bien, comme les Européens sont incapables depuis plusieurs années d'organiser les choses entre eux,
Je vais y revenir. La tentation de dire, bon, on va confier ça à l'extérieur, on l'a fait avec la Turquie, accord Union européenne-Turquie. On le fait de manière plus insidieuse et plus cachée avec les Libyens. On a tenté de le faire avec les autres. Mais qu'est-ce que cela dit encore de nous? Qu'est-ce que c'est que ce continent qui, tel des Australiens, qui sont devenus un modèle, si j'ose dire, en la matière, dirait, non, non, mais nous, les persécutés, c'est de l'autre côté, c'est les autres là en face qui vont s'en occuper, c'est pas nous. Qu'est-ce que cela dit de nous? Alors les solutions, je l'ai dit, existent. Elles existent dès lors que l'on recherche une capacité à organiser, à maîtriser et à contrôler l'accueil. Parce que je redis que le désordre, laisser faire, dire « non mais là, par exemple, par rapport à ce qui se passe en Méditerranée, où je redis que nous sommes dans une impasse qui n'est pas tenable, ni sur le plan de la dignité des hommes et des femmes, la leur et la nôtre, ni sur le plan de l'efficacité. Il nous faut organiser les choses au niveau international, au niveau européen, au niveau national. Et notamment, et j'insiste sur un point, qui me paraît, et c'est en tout cas vraiment le constat que je fais en termes de confiance, le constat que je fais notamment dans notre pays, c'est que lorsque l'on parle du droit des étrangers, des règles de notre droit qui régissent le fait que certains étrangers ont le droit de rester sur notre territoire et d'autres non, parce que je redis ici que ma conviction, c'est que l'espace de la démocratie est celui de la nation, et que la nation a le droit de dire qui peut être là, qui ne peut pas être là. Mais la réalité que j'ai constatée au cours de ces 10 années, c'est que ce droit n'est pleinement appliqué ni pour accueillir et protéger, qu'ont fait les personnes à la rue, ni pour reconduire celles et ceux qui n'ont pas le droit au séjour. Et on multiplie ainsi des situations de non-droit. Et je suis, pour ma part, désormais convaincu que c'est un élément de la crise démocratique dans laquelle nous sommes. Car chacun dans ce pays, hélas, peut se dire, et avec raison, ouais, bon, il y a du droit, mais enfin, il n'est pas exactement appliqué. Et franchement, dans le moment que nous vivons, d'inquiétude, d'interrogation, d'incertitude sur la démocratie, c'est dévastateur. Donc je suggère, et j'en termine là, que nous puissions, au niveau européen comme au niveau national, construire des règles de droit qui concernent le séjour des étrangers, qui sont des règles de droit dignes et efficaces, c'est-à-dire appliquées parce qu'applicables. Et cela à 3 niveaux principaux. Premièrement, le droit d'asile, parce que vous voyez bien que quand on parle de la place des étrangers, il faut quand même, et c'est fondamental à mes yeux, faire la distinction claire entre ce qui relève de notre devoir d'humanité. Là, c'est pas vous avez envie, pas envie, hein, je suis désolé, hein. C'est la Constitution française. Tout combattant pour la liberté a le droit d'asile sur le territoire de la République. C'est la Convention de Genève que nous avons signée en 1951. Ce sont nos valeurs fondamentales de la France et de l'Europe. Devoir d'humanité pour celles et ceux qui fuient les persécutions et les guerres. C'est l'asile. Et là, il y a au niveau européen des règles qui dysfonctionnent gravement. Et les solutions existent. Nous les avons pratiquées à l'OFPRA au cours de ces dernières années. Protéger les personnes dans les pays de transit, en Afrique, au Proche-Orient, de manière, lorsqu'elles relèvent du droit d'asile, à les accueillir en Europe, avant ces traversées. Une capacité à instruire la demande d'asile à l'arrivée dans les ports européens et à reconduire celles et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile ou d'autres droits au séjour. Ça, c'est le niveau européen. Mais au niveau national aussi, il faut que l'asile soit pleinement appliqué. Les déclarations d'amour à l'égard du droit d'asile, j'adore, mais je préfère les preuves d'amour et les actes d'amour que les grands discours, hein. Que l'on arrête d'avoir des gens à la rue. Que l'on ouvre enfin la gouvernance de la politique de l'asile aux grands élus, au territoire, au monde associatif. Vous savez, je suis un fonctionnaire. Et comme tout fonctionnaire français, je suis fier de l'être. Et fonctionnaire et français. C'est comme ça, les fonctionnaires français sont faits comme ça. Mais je connais trop la difficulté, pour être poli, parce que je suis aussi un ancien diplomate, de notre État à reconnaître, laisser, donner la place qui doit revenir à la société. Moi, j'ai croisé partout dans notre pays des gens qui accueillent des dynamiques sociales, des maires de droite, de gauche, du centre et d'ailleurs, qui savent accueillir dans l'ordre, dans la maîtrise, dans l'organisation, dans le respect du droit. Et il est temps que notre État, si l'on veut reconstruire la confiance, s'ouvre à ces dynamiques sociales. C'est l'asile. Mais il faut aussi construire un deuxième étage de ce droit,
qui est un droit humanitaire complémentaire, parce qu'il est des situations de détresse humanitaire qui ne relèvent pas du droit d'asile. C'est parfois surprenant, hein. Si vous accompagnez des hommes et des femmes qui demandent l'asile, vous pouvez être confronté à ce ressenti d'un rejet de la demande d'asile alors que la personne est totalement détruite. Je prends l'exemple d'hommes, de femmes venus d'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas de motif de crainte dans leur pays d'origine parce qu'il n'y a pas de mariage forcé, il n'y a pas de militantisme politique, il n'y a pas de persécution, mais qui ont été détruites de manière terrifiante en Libye. Il faut inventer des critères transparents, clairs, pour le droit au séjour de ces personnes. Et puis, j'en termine par là, ou presque, il nous faut également ajouter un troisième étage. Mais là, nous ne sommes plus dans le devoir d'humanité. Et je crois qu'il faut assumer que nous devons d'abord respecter à 100% notre devoir d'humanité, mais aussi qu'au-delà, nous devons pouvoir organiser la migration économique légale en fonction des besoins de notre économie. Parce qu'il y a quand même un aveuglement suicidaire à ce que, au regard de la démographie européenne, nous soyons dans ce débat aujourd'hui sur la question de la migration. Et donc ce que je suggère, c'est que l'on puisse au niveau européen et national l'organiser, là encore de manière claire et transparente. Je suggère notamment que les partenaires sociaux soient associés de manière à ce que les chefs d'entreprise puissent faire valoir dans chaque secteur leurs besoins en main-d'œuvre, mais aussi que les syndicats de salariés, Laurent Berger qui sera là cet après-midi, et je sais très sensible à ces questions-là, puissent installer des garde-fous, parce qu'il est naturel que les salariés s'inquiètent, tant que le marché du travail est celui que nous connaissons, de l'impact de la migration sur les conditions de travail et les salaires. Faire comme si tout cela n'existait pas est dévastateur. Il faut travailler sur ces peurs, sur ces inquiétudes. Il faut y apporter des réponses. Alors, faisons une migration économique légale, transparente, selon des règles que tout le monde pourra connaître. J'y ajoute, une fois que nous aurions réécrit le droit du séjour des étrangers en France et en Europe selon ces 3 étages, évidemment, 2 conditions indispensables, additionnelles. La première, c'est que nous soyons enfin capables d'avoir des politiques d'intégration sérieuses pour celles et ceux qui ont le droit au séjour dans notre pays. Pour l'accès à la langue, à la formation professionnelle, à l'emploi, au logement, aux valeurs républicaines. Car enfin, nous sommes un collectif, une nation qui a une histoire, qui a des valeurs de la République, que nous avons souvent d'ailleurs en partage avec d'autres, sur la laïcité, sur l'égalité entre hommes et femmes. Et là encore, me semble-t-il, faire comme si toutes ces questions ne se posaient pas, c'est un aveuglement coupable. Elles se posent et nous devons y travailler, de manière à intégrer les personnes sur la base de ce qui fait notre pacte national. Et enfin, vous aurez sans doute compris que ça n'est pas exactement ma culture, ma propassion naturelle, mais celles et ceux qui n'ont pas le droit au séjour, une fois que nous aurions réécrit ces critères-là, l'asile, la protection humanitaire, la migration économique légale, celles et ceux qui ne sont pas dans ces critères doivent effectivement être reconduits dans leur pays d'origine. Que l'on cesse les grands discours et que l'on fasse. Et c'est ainsi, me semble-t-il, c'est en tout cas ce que je mets en discussion à l'issue de ces 6 années, que nous devrions être capables de construire un rapport apaisé à cette question de la migration et reconstruire la confiance sur une question dont on voit bien que si elle n'est pas traitée, elle mine la confiance alors même que les solutions existent. Voilà, mais je serais heureux maintenant de vous entendre. Oui, les questions vont s'organiser le temps que Pascal puisse boire. J'en profite pour dire que cette thématique fera l'objet d'une session pilotée par Hippolyte Dalby, qui sera à quelle heure ? Voilà, vers 18h, 18h. Enfin, c'est plus précis dans le programme que dans l'esprit d'Hippolyte. Voilà, donc vous pourrez prolonger. Une première question. Bonjour, merci pour cet exposé. Alors moi j'aimerais me mettre dans la peau non pas de l'Européen, mais plutôt du migrant qui part de son pays en guerre. Et alors j'ai moi-même voyagé dans le désert libyen et en Irak ces derniers mois, et en discutant avec les gens, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils voient d'un très mauvais œil ceux qui partent. Pourquoi ? Parce que ils se disent que la Libye de demain et le Kurdistan de demain, ils ne se feront pas sans leurs amis et sans leurs parents. Et du coup, alors si c'est notre devoir d'accueillir ces migrants chez nous, je voudrais vous poser la question tout de même de est-ce que c'est pas nier finalement ce que deviendront ces pays-là sans leur talent, parce que voilà, on le sait tous, l'Irak de demain et la Libye de demain se feront pas sans leur propre talent. Voilà.
Oui, vous avez raison d'évoquer cette question-là, parce que c'est aussi, et vous le faites très bien, important de parler du point de vue de ces pays, de ces sociétés, de ces hommes, de ces femmes, de ces familles. Il est évident que nous souhaitons tous que les raisons pour lesquelles il existe ce que l'on appelle des mobilités ou des migrations subies, que ces raisons disparaissent. Que ce soit des causes de nature politique ou des causes de nature économique et sociale. Et là encore, je ferai la différence entre ce qui relève de notre obligation de protection humanitaire et principalement de l'asile, pour lequel je dirais que là, pour ma part, je m'interdirais de porter un jugement de valeur. D'ailleurs, je suis assez porté à ça. Et c'est aussi beaucoup ce que j'ai appris à côtoyer ces hommes, ces femmes, ces enfants exilés, puis aussi les officiers de protection de l'OFPRA. Je suis très heureux d'ailleurs de parler à Aix, où nombre d'entre eux ont été formés. Donc c'est l'occasion de saluer aussi Aix de ce point de vue-là. Celles et ceux qui fuient des persécutions, nous devons les accueillir s'ils le demandent, et si bien sûr, nous avons vérifié qu'ils correspondent aux critères du droit d'asile. En revanche, sur la migration économique et légale, avec le souhait évidemment, et avec la nécessité que nos propres politiques, diplomatiques, économiques, commerciales, contribuent à la résolution des conflits dans les pays d'origine de la migration subie. Mais en ce qui concerne en revanche la migration économique légale, là je pense qu'il faut effectivement impérativement prendre en compte les besoins de ces pays. Et le système que j'ai en tête est un système d'organisation de la migration économique légale en France qui serait construit avec les partenaires sociaux au niveau national, mais aussi dans le dialogue avec les pays d'origine lorsque c'est possible. Donc voilà, il faut entendre, il faut être très attentif à l'impact de tout cela sur les pays d'origine, mais encore une fois, lorsqu'il s'agit de personnes qui fuient les persécutions, là, moi, pour ma part, je m'interdis de juger la raison de savoir pourquoi ils sont partis. Simplement, quand on est l'OFPRA, évidemment, on vérifie qu'ils correspondent aux critères. Hein. Et ça, c'est le métier de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile. Et pour la migration économique légale, il faut effectivement prendre en compte l'impact sur les pays d'origine, parce que sinon, on ne fait qu'aggraver le problème. Bonjour. Vous avez évoqué les solutions en termes d'accueil, mais est-ce que, vous l'avez évoqué un petit peu à la fin de votre présentation, mais en termes d'intégration, est-ce qu'il existe réellement des solutions tout aussi concrètes, par exemple pour l'intégration sur le marché du travail, et justement cette confiance qu'on peut accorder ensuite aux migrants? Oui, il existe dans notre pays une foultitude d'initiatives en la matière. Je veux saluer par exemple la contribution du MEDEF à cet égard, ou de certaines entreprises, de certaines fédérations professionnelles, de certaines organisations syndicales, de certaines associations. Il y a toute une série d'initiatives dans le pays qui participent à cette intégration à travers notamment la question de la langue, la question de la formation professionnelle et l'accès au logement. Et bien sûr, l'administration qui y contribue. Mais ce qui est assez frappant, et moi je l'ai vécu au cours de ces 6 années, c'est en fait, à bien des égards, une question nouvelle. Très longtemps en France, nous avons considéré qu'à partir du moment où quelqu'un avait un droit au séjour et notamment était reconnu réfugié, il se débrouillait tout seul. Parce qu'à ce moment-là, vous avez le droit au travail et donc vous vous débrouillez. Et j'ai le souvenir très précis, autour de 2015, des premières personnes que j'ai rencontrées dans le bidonville à Calais ou dans les campements du nord de Paris. Et je discutais avec elles, elles me sortaient un titre de protection de l'OFPRA. Donc elles étaient réfugiées, elles étaient dans des camps. Et c'est notamment à ce moment-là que le gouvernement, et ça a été amplifié depuis, a développé une stratégie d'intégration renforcée. Mais l'explication, c'est tout simplement que l'OFPRA a augmenté de 30% en 2015, 2016, 2017, au moment des arrivées. Je redis que 1 million d'arrivées en Allemagne, 80 000 en France. Hein, donc, sachons garder... Bon. Mais 30% de réfugiés en plus. Donc, voyez bien qu'au vu... Et c'est là aussi qu'il faut faire preuve de lucidité. Dire qu'il faut intégrer par le logement, au moment où sur notre territoire de nombreux Français et des étrangers en situation régulière n'ont pas d'accès au logement. Dire qu'il faut intégrer par l'emploi alors que de nombreux Français et étrangers en situation régulière sont au chômage. Vous voyez bien qu'il faut traiter tout cela. Et donc des initiatives existent, mais je recommande vraiment que l'on change de braquet. Et aussi que l'on assume le partage des valeurs républicaines. Moi, la suggestion que j'avais faite, que je refais ici devant vous, si jamais quelqu'un a envie de l'attraper, c'est notamment que l'on puisse mobiliser la société, qu'il est déjà beaucoup, à travers un contrat d'hospitalité républicaine. Parce que vous avez beaucoup de citoyens qui accueillent et qui sont un peu démunis à bien des égards. Et notamment, vous voyez, par exemple, quand vous avez chez vous quelqu'un
qui a un rapport culturel à la question des droits des femmes ou à la laïcité qui n'est pas le nôtre, ça se construit, hein. Et donc, je pense que l'État devrait apporter un appui en la matière, ou en tout cas qu'il y ait un apport collectif, et de manière à ce que la société puisse prendre toute sa part dans cette politique d'intégration et que l'État assume pleinement ses responsabilités. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi j'aurais 3 petits points. La première, elle concerne en fait qu'il y avait en 2017, il y avait eu un statut d'étudiant réfugié qui avait été lancé. Donc je voulais voir un petit peu de quelle manière ça avait évolué. Et d'autre part, sur la partie insertion professionnelle à travers la politique migratoire, il y avait auparavant des accords notamment avec le Mali pour des travailleurs. Donc c'est un point aussi que je voulais avoir votre avis. Et dernièrement, comment penser la politique migratoire et d'asile? J'aurais voulu avoir, si c'est possible, une perspective un peu plus globale, parce que la plupart, notamment des déplacés, des réfugiés, ils se trouvent notamment aussi en Afrique ou au Liban, comme vous l'avez précisé. Voilà, merci beaucoup. Sur le premier point, ce que vous appelez des étudiants réfugiés, ce qui est un beau terme, qui était un peu impropre, hein. Je le dis simplement parce que c'est à la fois très bien, puis en même temps, je pense qu'il faut qu'on arrête les confusions, pas vous, hein, mais dans le débat public. Et là, il s'agissait d'une très belle initiative de certaines universités visant à accueillir des étudiants, parmi lesquels des réfugiés, au sens juridique du terme. Et ça, c'est une initiative qui se poursuit et à laquelle l'OFPRA d'ailleurs a participé. J'ai eu le plaisir à l'époque d'y participer et je crois que c'est évidemment très très précieux, même si la mobilité des étudiants, vous le savez, c'est un cadre juridique spécifique et qui est aussi très important. Les accords bilatéraux en matière de migration économique légale, ils existent, vous en citez un, il y en a d'autres, mais vous le savez, en termes de nombre, c'est extraordinairement limité, hein. Quand vous regardez les arrivées en France, la présence des étrangers, les droits au séjour, ce sont des éléments extrêmement limités. Moi, je suggère que l'on puisse vraiment avoir de la transparence là-dessus. Parce que je voudrais insister sur ce point. Dans un moment où, dans notre pays et ailleurs, hein, il y a un doute, je le dis, il y a des envies d'accueillir, il y a des enthousiasmes, il y a un doute, des interrogations. Il faut absolument que le droit soit clair, transparent, connu de tous et appliqué pleinement. Et notamment sur la migration économique légale, et en particulier à travers des accords avec les pays d'origine, c'est le point qu'évoquiez votre collègue tout à l'heure. Sur l'approche plus globale, vous savez, moi je pense qu'il faut effectivement une action de manière à organiser, maîtriser, contrôler la migration au niveau multilatéral et à travers l'action sur la situation dans les pays d'origine, mais également dans les pays de transit, et vous en avez cité certains, qui sont effectivement dans des situations extraordinairement complexes. Et dans les deux cas, moi j'insiste toujours beaucoup sur un point. Lors de ces 6 années à l'OFPRA, j'ai eu le plaisir de travailler fréquemment avec les fonctionnaires du Haut Commissariat aux réfugiés. Et c'est une organisation internationale remarquable. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises à des responsables politiques français, si nous voulons être cohérents, il faut investir massivement dans le HCR, dans les moyens du HCR. Parce qu'effectivement, la plupart des déplacés, des migrants ne viennent pas en Europe. Ils viennent dans les pays voisins. Vous en avez cité certains. On parlait du Liban, la Jordanie, certains pays africains, notamment le Tchad ou le Niger. Et là, le HCR et les organisations des Nations Unies ont un rôle indispensable. Et c'est là que vous pouvez mettre en place de manière complémentaire et dans des limites à fixer ces politiques dont je parlais, ce qu'on appelle de la réinstallation, ce qui est un terme un peu bizarre, de personnes qui relèvent du droit d'asile, après vérification sur place. C'est ce que nous avons fait au cours de ces dernières années à l'OFPRA, au Niger, au Tchad, au Liban, en Jordanie, en Égypte. Ça se poursuit de manière à les accueillir en Europe. Et je pense que c'est ainsi que nous pourrions poursuivre. Mais enfin, redisons qu'évidemment, la migration est intrinsèque à ce que nous sommes, à la fois lorsqu'elle est voulue. Et ça, il faut l'organiser. Mais il y a aussi des déplacements subis qu'il faut pouvoir organiser, soit en fonction d'un devoir d'humanité, qui ne se discute pas. Moi, je ne discuterai jamais ça. Et je ne laisserai jamais personne le discuter, parce que ça n'est pas discutable. Soit en fonction des besoins de notre économie, et là, c'est notre liberté que d'organiser les choses de manière intelligente, y compris avec les pays d'origine. Merci tout d'abord pour votre intervention. J'aimerais revenir plutôt au niveau européen. On a vu un manque de coopération assez patent avec l'accord UE-Turquie,
Donc vous avez rappelé le fait qu'il s'agit plus d'une externalisation qu'autre chose. Je me rappelle de Philippe Lamberts, député européen, qui avait dit qu'il s'agissait d'un pacte avec le diable. Est-ce que vous pensez que le règlement de Dublin doit être modifié dans les prochaines années? Peut-être que c'est justement le problème justement européen, le gros problème de manque de solidarité que de s'appuyer sur ce règlement-là. Donc j'aimerais juste avoir votre avis sur ce règlement-là et comment on pourrait justement le modifier. Merci. La réponse européenne, vous avez raison d'y insister, elle est évidemment décisive. Parce qu'en termes d'efficacité, le niveau national est faible. Le constat que l'on peut faire, hélas, c'est que l'Europe a été incapable d'apporter une réponse coordonnée à ce défi au cours des années des plus grandes arrivées de 2014 à 2017. Et que depuis lors, les arrivées ont beau avoir chuté considérablement. Nous sommes dans la crise politique européenne, dont cette question de la migration est, je le redis, un catalyseur. Le constat que je fais, je crois maintenant ne plus être esselé sur ce constat, c'est que le règlement Dublin dont je vous parlais est un élément du problème et pas du tout de la solution. Je rappelle que ces règles veulent que la demande d'asile de quelqu'un soit instruite dans le pays européen où il est arrivé, donc en Espagne, en Grèce, en Italie, à Malte, principalement, parfois en Pologne. Ce système ne fonctionne pas. Et il produit des effets dévastateurs à deux égards. D'abord, il est la démonstration pour les pays d'arrivée que je viens de citer que les Européens ne sont pas solidaires. Donc M. Salvini peut dire merci Dublin. Alors là, c'est vraiment du carburant pour M. Salvini à l'infini. Mais les effets de ce règlement se font sentir aussi dans nos quartiers et dans nos villes. Quand vous voyez des centres d'hébergement en France, et moi, lorsque j'étais encore directeur de l'OFPRA, il y a quelques mois, j'avais régulièrement des appels de maires qui disaient « Monsieur le directeur, j'ai un centre d'hébergement chez moi, j'ai des demandeurs d'asile, ça fait des mois qu'ils sont là, il ne se passe rien, que fait l'OFPRA ?» Ah, madame, monsieur le maire, ça s'appelle Dublin. C'est-à-dire que ces personnes ont laissé des empreintes en arrivant en Italie ou ailleurs. L'OFPRA n'a pas le droit d'instruire leur demande d'asile. Et donc, je ne vous fais pas un dessin sur ce que signifie, et notamment pour nos compatriotes, qui vont à 7 h du matin au travail, enfin plutôt en horaire décalé tel que souhaité par Guillaume, et qui voient des gens dans des centres d'hébergement ne rien faire. Il faut impérativement et d'urgence sortir de ce règlement Dublin. D'autant plus que vous voyez bien que lorsque M. Salvini, de manière totalement contraire au droit le plus élémentaire, ferme les ports italiens à l'entrée de navires qui ont sauvé des migrants alors qu'il s'agit du port sûr le plus proche, il a beau jeu de dire « Non mais attendez, moi, tant qu'on me dit que c'est à moi de régler la situation tout seul en application du règlement Dublin, moi je ne discute pas. Hein. » Bon, la réalité, c'est qu'il ne discutera pas. M. Salvini fait partie des gens qui ne cherchent pas des solutions, ils ne cherchent que des problèmes. Ça, on est dans le registre de l'instrumentalisation. Mais ce que je suggère, c'est que, pour être très précis, que l'on sorte enfin du règlement Dublin au niveau européen, parce qu'on ne peut pas en sortir tout seul, parce que les effets dévastateurs, à mes yeux, sont avérés. Et la solution, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont des missions de protection pour des personnes qui relèvent du droit d'asile dans les pays de transit, que vous accueillez en Europe dans des limites qui sont fixées. Ce sont des centres d'instruction de la demande d'asile pour ceux qui arrivent dans les ports européens et qui ne sortent pas tant que leur demande d'asile n'a pas été instruite. C'est l'accueil dans les pays européens qui le souhaitent. Soit ils accueillent, soit ils financent s'ils ne veulent pas accueillir celles et ceux qui relèvent du droit d'asile. C'est la reconduite de celles et ceux qui n'en relèvent pas. C'est une agence européenne de l'asile qui permet enfin d'avoir un droit harmonisé. Et ces solutions, pour l'essentiel, nous les avons pratiquées. Il existe une solution européenne. Je redis que ce qui vient de se passer de manière terrible cette semaine. Des migrants tués dans un centre de rétention en Libye lors d'un bombardement. Une capitaine de navire emprisonnée puis libérée. Et la démonstration que le statu quo, dont certains s'accommodent, parce que c'est ça la réalité quand même, hein, certains se disaient, bon, ça va aller, ça va passer. Ce statu quo n'est tenable ni du point de vue de la dignité, ni du point de vue de ce que nous sommes, ni du point de vue de l'efficacité, puisque cette capitaine a été libérée. Ce dont, évidemment, je me réjouis. Et donc, il faut passer à autre chose, et je souhaite notamment que la nouvelle équipe européenne, puisque nous allons avoir une nouvelle équipe européenne, puisse faire prévaloir des règles qui, encore une fois, soient des règles rigoureuses, dignes, applicables, appliquées. Bonjour, Monsieur Brice. Merci pour votre intervention. J'aimerais, si vous me le permettez, d'abord commencer par faire un petit rappel. J'aimerais rappeler que nul n'a le monopole du cœur et que le respect de la condition humaine est en plus d'être l'affaire de tous, c'est une condition sine qua non à la mise en place d'une politique migratoire efficace et humaine.
D'autre part, j'ai l'impression que le problème ne tient pas dans l'immigration, mais dans l'insertion des migrants dans la société. Le monde est en mouvement, est en perpétuel mouvement même, et j'ai eu l'occasion de parler avec certains jeunes ici, eux-mêmes issus de l'immigration, et eux-mêmes tournés vers l'international. Ne pensez-vous pas qu'il est plus important d'accompagner les migrants dans la culture française afin de recréer surtout ce ciment commun qui s'est cassé il y a si longtemps? Et si oui, quels sont les dispositifs pour vous qui seraient les plus efficaces à reconstruire cette histoire commune entre les Français et ceux qui arrivent? Voilà. Merci. Merci à vous. Oui, je partage, comme vous, la conviction que ces politiques dites d'intégration, alors c'est un terme contesté, hein, bon, mais reprenons-le. Même s'il est contesté, je suis d'accord qu'il peut être contestable. Ces politiques d'intégration sont absolument décisives. C'est-à-dire que je suis frappé souvent dans le débat public où on réfléchit sur le nombre de personnes à accueillir comme s'il y avait un invariant sur notre capacité à accueillir. Notre capacité à accueillir, elle se travaille, y compris sur notre capacité, sur la capacité collective à répondre aux inquiétudes culturelles, identitaires, sociales dans le pays à travers cette question-là. Et donc ces politiques d'intégration, elles sont fondamentales, et je crois beaucoup à la capacité de la société française, qui en a déjà fait la démonstration, d'y apporter des réponses, pour peu que l'État sache venir en appui. Et je parlais notamment de toutes ces initiatives qui concernent l'apprentissage du français, évidemment central. La formation professionnelle, je veux rendre hommage notamment au travail de l'AFPA, mais aussi, je le disais, au patronat français qui fait un grand travail en la matière depuis plusieurs années. Sur la question de l'accès au logement, vous avez une direction interministérielle à Paris qui fait aussi un gros boulot là-dessus. Les maires font un gros boulot là-dessus. Donc oui, cette politique-là, elle est fondamentale. Et le partage des valeurs qui sont les nôtres, dans leur côté intangible et dans leur côté évolutif. J'insiste toujours aussi sur les deux. Il y a l'intangible, il y a l'évolutif. Dans l'intangible, et puis ça, c'est un débat que nous pouvons avoir les uns les autres. On ne met pas toujours exactement les choses au même endroit, mais enfin, on a des valeurs républicaines que chacun sur notre territoire doit pouvoir partager. Mais je redis que ces politiques d'intégration, elles doivent changer de braquet. Elles sont indispensables. Mais je ne crois pas qu'on puisse se contenter de dire, c'est pas comme ça que j'entends votre propos, peu importe le nombre de gens qui arrivent, l'important c'est l'intégration. Je pense qu'il faut aussi, dans le même temps, des règles de droit claires pour définir le droit au séjour. Comme je le redisais, le devoir d'humanité, ça c'est le droit d'asile, la protection humanitaire que j'appelle de mes voeux, la migration économique légale. Et je suis convaincu pour ma part qu'il faut avancer sur l'ensemble de ces sentiers. Réécrire les règles de droit, faire en sorte qu'elles soient pleinement appliquées dans leur côté protecteur et dans leur côté coercitif. Les politiques d'intégration. Et je pense que c'est ainsi que nous pourrons progresser. Et vous savez, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre que vous avez eu la gentillesse de mentionner tout à l'heure, c'est que j'ai été extrêmement frappé, et je reste poli, parce qu'encore une fois, je suis un ancien diplomate, donc je suis un garçon poli, par le décalage terrible entre ce qu'est la société française, ce que nous sommes ici et ailleurs, dans nos doutes, dans nos interrogations, dans nos sensibilités, dans nos différences, et la nature du débat public et politique. Je crois la société française beaucoup plus capable de mobilité autour de tout cela qu'on le pense, mais à la condition qu'on ne s'aveugle pas sur une réalité qu'il faut prendre en compte, qu'il faut appréhender, qui sont les peurs et les inquiétudes d'une partie du corps social sur cette question-là. Parce que sinon, on ne fait qu'aggraver les problèmes. Bien, on peut peut-être grouper deux questions le temps que... Pascal, il nous reste encore du temps, hein, donc je ne promets pas que tout le monde pourra poser des questions. On va grouper 2 prises de parole. Je vous en prie. Alors, merci pour votre intervention. En plus de toutes ces questions politiques et sociales dont on parle et d'identité, comment voyez-vous l'impact des technologies pour résoudre cette solution? Je pense notamment à la blockchain qui essaye de résoudre cette question du tiers de confiance et dont de nombreux projets essayent de se tourner justement sur la crise migratoire en permettant notamment une identité virtuelle pour ces migrants, en permettant l'intégration à des formations. Comment voyez-vous ça dans la question justement, comment penser la politique migratoire au prisme des nouvelles technologies? Merci. À ce moment-là, passez le micro à votre camarade devant.
Bonjour, merci pour cette présentation. Alors moi j'avais une question sur le débat public, c'est-à-dire que toutes les mesures dont vous avez parlé sont extrêmement importantes, mais est-ce que la parole tout simplement des Français, des citoyens français, n'est-elle pas aussi importante, voire même peut-être plus importante, savoir qu'est-ce que pensent les Français sur l'accueil des migrants et dans ce cas-là, comment organiser ce débat? Merci. Merci beaucoup, vos questions sont précieuses. Je souriais en vous entendant parler du numérique, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au cours des années 2015, 2016, 2017, qui ont été celles du plus grand nombre des arrivées en Europe et en France, et où je me suis rendu très souvent, notamment dans les bidonvilles, dans les campements avec mes équipes, le lieu le plus approprié pour parler avec ces personnes, c'était les lieux où ils rechargeaient leur téléphone portable. Et là, donc j'avais fini par avoir un réflexe, c'est-à-dire que quand j'arrivais quelque part sur un campement ou un truc comme ça, je cherchais l'endroit où les gens rechargeaient. Puis alors, il faut voir l'inventivité pour trouver des trucs, des machins absolument invraisemblables. Et là, on pouvait parler. Parce que, notamment le portable, alors c'est un truc extraordinaire dans le monde des migrants, de l'exil. Dans le côté positif et moins positif. C'est-à-dire que le côté positif, c'est que c'est vraiment ce qui relie les personnes au monde extérieur. Parce que vous voyez bien ce que c'est que l'exil. C'est un monde d'ignorance des règles, c'est un monde d'errance, c'est un monde de souffrance, c'est un monde de doute. Vous le redisiez tout à l'heure à travers ce que je racontais à Libération. Vous avez des gens parmi les exilés qui savent très bien où ils vont, parce qu'ils ont des compatriotes, ils savent très bien dès le départ. Mais la plupart ne savent pas. C'est une errance. On arrive quelque part, il y a des compatriotes qui vous disent « Ah ben là, tiens, là, ça se passe mieux, etc. Tu devrais aller là. » Boum. Et alors, le portable, là-dessus, est fondamental. Mais aussi avec ses mauvais côtés. C'est-à-dire que c'est un monde, comme l'ensemble du monde qui est le nôtre, où l'information circule à une vitesse folle, et notamment celle des passeurs. Parce que c'est une réalité aussi du monde de l'exil, que celle des passeurs et de leur violence. Ça, je peux vous en parler longuement. Elle est réelle. Et d'ailleurs, ma conviction, c'est que plus les États respecteront des règles de droit applicables, moins il y aura du boulot pour les passeurs. C'est un fonctionnement très naturel de marché informel et de marché formalisé. Et donc, dans ce monde-là, oui, l'accès aux nouvelles technologies, l'accès au numérique est tout à fait essentiel. J'en ai fait d'ailleurs la démonstration, enfin en tout cas j'ai essayé de le faire à l'OFPRA, dans la réforme de l'OFPRA, où nous avons, vous savez que nous avons beaucoup réduit les délais d'instruction à l'OFPRA, c'était la demande des pouvoirs publics, et notamment à travers une numérisation très poussée de la gestion des dossiers des demandeurs d'asile et de leur convocation aux entretiens à l'OFPRA. Et il va falloir passer une étape supplémentaire qui est la numérisation du dossier pour les demandeurs. Ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut que les pouvoirs publics puissent avoir avec notamment le monde associatif. Il faut que vous me redisiez votre question, qui était extrêmement intéressante, mais redites-moi. Ouais. Je pense que tout le monde s'en souvient à part moi, ce qui est un tout petit peu gênant. Je disais simplement que... oui, le débat public, pardonnez-moi, ça me revient. Merci, madame. Pardonnez-moi, je suis confus. Il faudra donc qu'il ait de meilleure qualité, ce débat public, que la manière dont nous l'avons engagé, mais vous allez voir, on va améliorer ça. Je crois beaucoup à ça. Ça, c'est quoi? C'est la démocratie. Sur cette question de la migration. Je vous redisais tout à l'heure que parmi les errements que je crois avoir, je vous dis franchement, moi j'ai fait ça pendant 6 ans, j'ai pas fait ça à moitié, donc je crois à des trucs. Mais j'ai pas de certitude. Donc je le mets en discussion. Mais un des éléments que je crois avoir décelé dans tout cela, c'est encore une fois que les règles de droit, très concrètes, c'est pourquoi vous êtes là et pourquoi vous n'êtes pas là, ne sont pas appliquées, que les gens le savent dans notre pays et que ça alimente une crise démocratique. Et c'est la raison pour laquelle je crois beaucoup que celles et ceux... Vous voyez, par exemple, lorsque le président de la République a dit, il y a quelques mois, lorsqu'il a lancé le grand débat, et qu'il a dit, moi je souhaite que l'on parle de la question de l'immigration dans le grand débat. Certains ont dit, oh non, surtout pas. Mais j'ai dit, mais attendez, au nom de quoi vous allez dire, à propos, on parle de tout sauf d'un truc. En revanche, penser qu'il faut en parler parce que les Français se lèvent tous les matins en se disant il y a un seul problème dans le pays et un seul, c'est l'immigration, ça c'est une autre affaire. Donc oui, je souhaite que le débat démocratique dans notre pays s'empare de cette question-là. Si possible de la manière dont nous le faisons là. Guillaume parlait tout à l'heure de forme de rationalité. De manière à ce qu'il y ait un débat dans le pays, et ce sera notamment, je l'espère, et je souhaite notamment que ce soit ainsi que les choses puissent être abordées, je le dis très modestement aux parlementaires, lors de ce débat qui est annoncé au Parlement en septembre,
Oui, je pense qu'il faut que la représentation nationale s'empare de ces questions-là. Oui, je pense qu'il faut que les Français s'emparent de cette question-là. Il ne faut pas avoir peur du peuple. Il ne faut pas avoir peur du peuple. Parce que sinon, je crois qu'il a démontré que le réveil était parfois un peu douloureux. C'est une petite question. Ouais, si je peux me permettre. Alors, dans l'analyse des choses qui font que j'ai l'impression quand même on a un problème de société dans la relation entre, on va dire, les Français et les migrants. Et j'ai l'impression qu'à la racine de ça, il y a un élément qui est le langage. Au sens, je prends un exemple, je suis allé faire un stage en Allemagne récemment, et je baragouine un peu d'allemand, mais je ne parle pas très bien. Ce qui fait que dans la relation avec l'autre, c'est difficile, parce que je ne vais pas pouvoir créer de l'empathie comme je peux le créer en français, je vais pouvoir faire de jeux de mots, je vais pas pouvoir faire de blagues, je vais avoir plus de mal à mettre des nuances et à raconter ma vie de façon à ce que l'autre s'attache à moi. Et j'ai l'impression que ça, c'est un peu à la racine du manque d'empathie que peuvent avoir les habitants de notre pays vis-à-vis des migrants qui ne parlent pas forcément la langue. Et j'aimerais savoir comment vous estimez qu'on pourrait contourner ce problème ou traiter ce sujet. Vous savez, encore une fois, je redis que le constat que j'ai fait au cours de 6 années dites de crise de l'asile, c'est que vous avez dans la société française et européenne à la fois de l'envie d'accueillir, de l'enthousiasme à accueillir, mais vous en avez des dizaines, des centaines de milliers d'exemples en France, et des doutes et des interrogations sur lesquels je n'ai pas de jugement moral et que je comprends. Je vous donne un exemple qui est pour moi très caractéristique de cela. Lorsque je me suis rendu chaque semaine pendant 2 ans, en 2015 et 2016, dans le bidonville de Calais avec mes équipes de l'OFPRA, pour convaincre des personnes, alors truc un peu étrange, mais c'est parce que les Britanniques leur refusaient le passage, de demander l'asile en France. Et que nous sommes ainsi parvenus collectivement à faire en sorte que 10 000 personnes quittent ce bidonville, renoncent au voyage en Grande-Bretagne, quittent le bidonville et soient accueillies partout en France, dans des unités, des petites unités. Il s'est passé partout la même chose. Je suis allé voir partout, chez moi en Loire-Atlantique, en Auvergne, dans les Pyrénées-Orientales, dans le Doubs, partout la même histoire. Au début, ça a été dur. Vous pouvez en parler aux maires qui se sont tapés des réunions publiques, je peux vous dire, ils sont courageux. Et moi, je veux leur rendre hommage. Parce que vous aviez des habitants, alors évidemment, vous aviez des instrumentalisations politiques, celles-là, elles ne nous intéressent pas ici. Mais vous avez des habitants, et je le comprends, vous êtes dans votre quartier ou votre village, vous voyez des images de violence dans le bidonville de Calais, vous dites mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ces jeunes qui débarquent là Moi je comprends ça, j'ai pas de jugement moral. L'instrumentalisation politique c'est autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne vous raconte pas une belle histoire pour faire joli, vous pouvez le vérifier partout. Dans tous ces lieux où les réunions publiques ont été extrêmement dures, les élus ont fait le boulot, les travailleurs sociaux ont fait le boulot, les préfets ont fait le boulot, et au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, tout se passe très bien. Pourquoi? C'est une des réponses à votre question. Parce que ce qui est frappant, c'est que quand les choses sont organisées et maîtrisées, lorsque le contact se fait dans de bonnes conditions, pas dans des campements, les choses se passent très bien. Et après, vous avez même, dans des villages, des habitants qui protestent quand le préfet doit fermer le centre d'hébergement. Et vous avez un monsieur dans un petit village d'Alsace qui, lorsque des demandeurs d'asile de Calais sont arrivés, a commencé par vouloir mettre des barbelés autour du centre. Et maintenant, les enfants qui sont dans le centre là, de réfugiés l'appellent Papy Carambar parce qu'il vient régulièrement donner des bonbons aux enfants. C'est pas une belle histoire, c'est partout comme ça. Mais pourquoi? Parce que l'administration se mobilise. Les élus se mobilisent, la société se mobilise, dans le respect des règles de droit. Ce qui veut dire aussi que si à la fin, quelqu'un n'a pas le droit au séjour, il doit repartir, je le dis, parce que ça fait partie aussi du contrat. Et donc c'est comme ça, me semble-t-il, que l'on peut avancer, c'est-à-dire en ayant des règles claires, qui sont réellement appliquées, en ayant la mobilisation de l'État, la mobilisation de la société. Et là, les incompréhensions dont vous parlez, parce que je reviens au début de votre intervention, je veux redire ici que je ne considère pas que nous ayons un problème avec les migrants dans ce pays. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense qu'il y a une réalité sociale mêlée, qu'il y a en France comme en Europe et comme aux États-Unis une tendance qui, hélas, n'est pas nouvelle historiquement, qui est qu'en période de bouleversement, de mutation, de crispation sociale, identitaire, culturelle, eh bien la question de la présence de l'étranger fait débat.
Et c'est la raison pour laquelle, alors que le corps social réagit de manière très variée par rapport à cela, il faut y apporter des réponses apaisées, efficaces et respectueuses du droit et transparentes. Oui, je voudrais savoir si, ce que vous pensez de la politique migratoire du Canada, et est-ce que vous pensez que c'est transposable en Europe? Alors, la politique du Canada, il y a des évolutions. Je pense qu'Hervé pourrait en parler mieux que moi. Mais j'imagine que vous avez en tête ce qu'on appelle les quotas, notamment. Bon. Vous voyez que, pour ma part, une certaine organisation. Bon. En termes de philosophie générale, moi, je suis favorable à cela. C'est-à-dire qu'encore une fois, je considère qu'il nous faut construire un droit de l'hospitalité qui comporte les étages dont je parlais. L'asile, la protection humanitaire à inventer, la migration économique légale, organisée. Et donc, moi, ce que j'ai en tête, je vous le dis comme ça, je vous le livre tel que j'ai pu le faire à quelques occasions, je pense que nous devrions être capables d'agréger au niveau national les besoins en main-d'œuvre qui seraient identifiés dans les bassins de production, et notamment au niveau des régions. Et que ces besoins soient encore une fois identifiés dans la concertation avec les partenaires sociaux, notamment par exemple dans les conseils économiques et sociaux régionaux. Que, encore une fois, les employeurs puissent dire, ben voilà, nous dans tel secteur, à telle échéance, voilà ce dont nous avons besoin. Que les syndicats de salariés puissent en discuter, encore une fois, pour apporter des garanties aux salariés dont les inquiétudes sont légitimes. Et que l'on puisse agréger tout cela, identifier des objectifs sur le plan de la migration économique légale et avoir des dispositifs, lorsque nous le pouvons, de gestion avec les pays d'origine, pour notamment veiller à l'aspect que monsieur évoquait tout à l'heure. Et donc voilà moi ce que j'ai en tête. Donc je dirais que le modèle canadien, je ne le connais pas très bien, mais je vais le regarder de plus près, mais il a beaucoup bougé. Il est assez décrié, je crois que le constat n'est pas toujours chez notamment les spécialistes. Mais voilà ce que j'ai en tête, parce qu'encore une fois, je pense que plutôt que d'être dans le fantasme de « il y en a beaucoup, il n'y en a pas assez », parce que vous voyez, c'est ça... mon bouquin, je l'ai appelé « Sur le fil de l'asile ». Pourquoi je l'ai appelé « Sur le fil de l'asile » ? Merci de le rappeler. Parce que, initialement, je voulais l'appeler « Sur le front de l'asile ». Parce que vous voyez, quand vous entrez dans ce truc, dans la crise de l'asile, vous dites « Bon, j'ai face à moi des gens, des xénophobes, des... » Très bien, ils sont là, c'est pas surprenant. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, j'étais pas sur le front, mais j'étais surtout sur un fil. Parce que la réalité sociale est qu'un matin, vous avez des journaux qui titrent c'est la submersion, il y a trop de migrants, trop de réfugiés, et le lendemain, les mêmes qui vous disent la France est indigne, n'accueille pas assez. Bon, alors, quand vous êtes le patron d'une administration, comme d'ailleurs un chef d'entreprise, à un bout d'un moment, vous dites bon, je vais arrêter de me poser ces questions, on avance. Et donc, je pense que c'est cet équilibre-là qu'il faut rechercher, notamment en organisant les choses, et en particulier sur la migration économique. Bien, avant de vous remercier, un ou deux mots de conclusion. Vous avez apporté, me semble-t-il, une réponse absolument essentielle aux interrogations qu'on va avoir pendant les 2 journées et demie que nous avons devant nous. Retrouver la confiance, ça suppose d'avoir des règles de droit et de les appliquer. Et j'observe que ce que vous nous dites dans le domaine dans lequel vous avez opéré fait écho, par exemple, à ce qu'a dit le Haut Conseil pour le climat il y a quelques jours en rendant un rapport et en disant que la France crée des règles de droit qu'elle n'applique pas, elle ne se dote pas des moyens, et donc ce décalage est un décalage qui évidemment est problématique, et étant entendu que les questions migratoires et les questions climatiques par ailleurs ne sont pas malheureusement sans lien. J'observe également avec beaucoup d'intérêt que vous n'êtes pas à l'abri d'observer que vous êtes au moins aussi utile à l'extérieur de l'OFPRA qu'à l'intérieur. Et je pense que si certains et certaines d'entre vous ont envie de se lever pour remercier, applaudir Pascal, ne vous en privez pas.